Bonjour, merci de nous accueillir ici. Donc peut-être, avant de parler de l'expérience en fait, ou en tout cas du projet de Bègle, je voudrais essayer de croiser un petit peu la question du logement avec celle au fond de l'appréhension des vides, parce que faut oublier qu'on est quand même dans un cadre où, au fond, la question aussi qui se pose, c'est celle de ces vides, de toute dimension, qui s'oppose à nous dès lors qu'on finalement on réfléchit sur la question du logement, mais aussi la question des nouveaux quartiers, des quartiers d'habitation ou des quartiers tout court. Donc ce que je voulais, c'était juste peut-être au travers quatre projets ou 4 études, essayer au fond de montrer qu'au fond, bon, peut-être on peut avoir parfois d'autres attitudes que les aspirations, je dirais, de la ville traditionnelle. Je sens que ça va m'énerver. Donc le projet à Zahnstadt, qui est un projet particulier, c'est en fait le long d'une rivière, la rivière de Zahn. Il y a une situation assez particulière. On a des masses construites qui sont en fait des usines, des anciennes usines vouées à la démolition. Et ces usines forment une espèce de barrière finalement entre l'espace du vide, qui est celui de la rivière, et les habitations situées sur les polders. Donc ici, ces masses assez monumentales construites, finalement aussi assez belles, parce qu'au fond, une sorte de poétique comme ça, où on a à la fois une sorte de contraste entre la masse bâtie et puis ce grand espace de vie. On a l'impression presque que ceci flotte. Donc ici, pour nous, finalement, au fond, construire un nouveau quartier, c'est un quartier d'habitation, essentiellement. Au fond, c'est un petit peu essayer de se poser la question de comment restituer, d'une certaine façon, la mémoire de ce vide. Pas seulement la mémoire du vide, mais aussi la mémoire du plein. On a donc proposé à la municipalité de construire bien 3 fois plus de mètres carrés, beaucoup plus haut que ce qui était prévu au départ, pour pouvoir justement retrouver ces gabarits, retrouver cette échelle en fait, retrouver ces contrastes. Qui font aussi la puissance de ces sites. On propose en fait des sortes de plateformes habitées, et puis entre ces plateformes, l'eau s'infiltre naturellement, comme elle le fait dans les polders. Et puis sur ces canaux, ces nouveaux canaux, on retrouve des passerelles. Et puis au fond, ça permet, tout en gardant en fait l'échelle de la limite, l'échelle, la barrière entre guillemets, quasiment historique, qui a toujours existé entre les quartiers d'habitation et le Zahn, la rivière. Ça permet tout de même de la redonner à l'usage au travers de ces passerelles, et donc d'avoir une espèce de porosité comme ça entre les quartiers des polders et puis ce nouveau quartier, et surtout l'espace du vide. Et puis, voilà, le Zahn, la rivière, s'invite même jusque dans les logements. Deuxième attitude, je dirais les Tartes, pleine commune. Alors c'est sur le département de la Seine-Saint-Denis, un site, une friche ferroviaire, une friche maraîchère, d'une 40aine d'hectares, qui est située donc entre Stein, Saint-Denis et Pierrefitte. Donc évidemment toutes les convoitises de pouvoir sur celui-là qui est extrêmement bien desservi, aux portes de Paris, en pleine métropole parisienne, de pouvoir construire. Sauf que en même temps, il y a de gros handicap à la constructibilité, c'est que le site est à la fois frappé du cône du Bruit du Bourget, donc constructibilité des 2/3 est quasiment impossible, une très forte inondabilité, les nappes phréatiques sont très proches. Donc cela handicape sérieusement effectivement je dirais la vocation, ou en tout cas la mise en place d'un quartier type traditionnel. Et puis autour de ce grand vide, eh bien on a un grand délaissé, le Clos Saint-Lazare, donc qui est un grand ensemble qui a fait parler de lui il y a quelques années. Et donc au fond on sent bien là que ce vide qui est à la fois
à la fois beau, à la fois poétique. Il est aussi porteur d'énormes dysfonctionnements. Il est aussi porteur d'un certain côté finalement assez déshérité. Mais on sent bien que quelque part, il y a quelque chose de précieux à essayer de le préserver. Donc, notre proposition, donc c'est un projet que j'ai réalisé avec Michel Deving, donc qui est aussi très sensible à tous ces espaces, à tous ces vides dans la ville aussi, et à la notion effectivement qui consiste à les préserver. Donc l'idée a été de dire que bon, finalement on allait essayer de préserver un maximum de cette surface, de ne pas la construire, mais comment finalement aussi en même temps essayer de lui apporter une autre valorisation. Très vite, plus qu'un parc, c'est plutôt un parc dédié à l'eau qui nous a semblé être intéressant d'implanter à cet endroit. Donc on a proposé finalement de faire naître à cet endroit-là un lac, de créer un lac qui finalement est une sorte de lac un petit peu unitaire, comme ça, entre tous les quartiers existants, Clos Saint-Lazare, et puis aussi donc le tissu existant, et puis les nouveaux quartiers. Et au fond, on voit bien comment, avec finalement ce nouveau lieu, on arrive finalement à créer avec le vide, avec un vide qui soit programmé, avec finalement au fond une sorte de pôle attractif, extrêmement rayonnant, extrêmement. Et on sent bien qu'au fond, la mixité, elle va se faire autour de cet équipement assez particulier. Donc tout à coup, effectivement aussi, eh bien, ça permet aussi de réfléchir peut-être aussi à d'autres formes de logement. Comment est-ce qu'on peut finalement combiner ou réfléchir à la fois aux contraintes de certains sites comme l'inondabilité et en même temps à la qualité de logement et garder finalement un côté ludique et attractif. Et puis par-dessus tout, ce que je trouve, c'est qu'au fond, finalement, d'avoir proposé à cet endroit-là, non pas un parc, comme il en existe tant sur les secteurs, mais plutôt effectivement un lac. À la fois, bien sûr, c'est un équipement un peu exceptionnel comme ça et ludique, mais c'est aussi surtout un outil de valorisation sociale, parce que tout à coup, le Clos Saint-Lazare a exactement, je dirais, à ces logements qui sont placés dans la même situation et jouissent du même plaisir d'usage aussi de ce lac que les nouveaux logements qui peuvent être des logements plutôt en accessoire, etc., pour justement favoriser une vraie mixité sur ce lieu. Sur d'autres territoires, Paris Nord-Est, Chapelle Internationale, des lieux comme ceci, ce sont 200 hectares, 250 hectares en fait en réalité de lieux qui sont complètement lacérés par les infrastructures, par au fond des territoires de flux. Et au fond, on sent bien qu'à ces endroits-là, eh bien, se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire finalement au fond pour à la fois contenir ces vides, en faire de vrais lieux et en même temps avoir une sorte de cohérence comme ça du territoire. Alors, il nous a semblé que finalement, peut-être la première chose, c'était non plus de considérer ces lieux comme des territoires uniquement de flux, mais peut-être comme des nouveaux grands paysages. Et au fond, ce qu'on avait proposé, c'était que l'attitude sur ces sites-là, bien, c'est peut-être d'intensifier à la fois tous les espaces, ces nouveaux espaces, ces nouveaux grands espaces paysagers, donc ces bandes paysagères comme ça qui viennent lacérer ces lieux. Et puis c'est aussi bien sûr en contrepoint de travailler sur une vraie densification de toutes ces, non plus ces îlots, mais ces îles, c'est aussi une autre échelle à laquelle il faut réfléchir, et de travailler sur toutes les formes de densification dans tous les contextes. Donc le logement, effectivement, on peut prendre place le long de ces nouveaux territoires, on peut effectivement
effectivement s'approprier ces territoires de flux comme des paysages. On peut avoir d'autres plaisirs, partager le logement tout à coup prend place dans des horizons différents, et c'est aussi une grande séduction de ces logements qui sont situés dans des tours. Et puis aussi, effectivement, on l'avait proposé, on peut construire aussi sur toutes ces surfaces qui sont des grandes terrasses, les terrasses des entrepôts, on peut les densifier, on peut comme ça avoir des nappes de logements flottantes. Sur Chapelle Internationale, on s'est penché plus au fond aussi sur un urbanisme qui continuerait finalement à prolonger cet urbanisme ferroviaire, où on est toujours effectivement sur des linéarités, sur des entrepôts, sur des longueurs, et au fond, pourquoi pas l'exploiter, pourquoi pas induire plutôt une urbanité en bande avec des différenciations et surtout des grandes diversités de typologie. Et en contrepoint effectivement d'un grand espace de parc, on pourrait au fond, et c'est des choses qui nous intéressent, réfléchir à la densité autrement que par la hauteur, y réfléchir plutôt par la compacité. Réfléchir, par exemple, là, c'est vraiment des îlots épais, des îlots de 50 par 50. Comment est-ce qu'on peut y intégrer, effectivement, dans les rez-de-chaussée des programmes, des programmes d'espace public, et puis, des programmes publics, d'équipements publics, et comment est-ce qu'on peut, effectivement, au-dessus, retrouver véritablement des logements autres, des logements qui permettent aussi de dégager des vues, de toujours percevoir effectivement cet horizon. Ça aussi, c'est redonner de l'espace au logement différemment, travailler sur des typologies de patio qui sont intéressantes et trop souvent inexistantes, je trouve, en France. Sur Lyon-Confluence, on est dans un tout autre type de, bien sûr, de territoire de vide. Le lieu est absolument magnifique. On est complètement là sur ce type de lieu où, au fond, la présence, l'omniprésence du paysage est telle qu'au fond, lorsqu'il faut intervenir et remplir, je dirais, la case de vide qu'on a pu nous laisser effectivement dans cet urbanisme souvent, où quelqu'un l'a dit tout à l'heure, oui, c'est Jamel, où au fond on a une grande grille et puis on a des lots et on remplit les lots et on fait comme ça des juxtapositions, des collages. Je crois qu'effectivement il faut se questionner sur ces choses-là et nous, à l'intérieur de Lyon-Confluence, finalement, la façon dont on s'est questionné, c'est au fond se dire comment est-ce qu'on allait pouvoir s'imprégner totalement, laisser la part belle à ce paysage qui est au fond ce que l'on a envie de voir, ce qu'on a envie de multiplier, démultiplier. Comment est-ce qu'on allait pouvoir essayer de s'effacer dans ce paysage. Alors, la question, je trouve, de ces pleins et de ces vides, ce que je trouve intéressant, c'est aussi leur relation. C'est à un moment donné comment ce contact se fait, comment est-ce que au fond le vide impacte le plein, comment est-ce qu'il le déforme, comment est-ce qu'il lui donne un autre contenu. Donc c'est ce qu'on a effectivement essayé d'exprimer sur ce projet. Pardon, ça peut pas marcher là. Où effectivement le vide, l'eau, la présence de l'eau, tout ça englobe complètement les blocs. À l'intérieur donc des 3 plots sur le parc, là les arbres n'ont pas encore poussé, il devrait y avoir 400 arbres, ce qui va entre les deux lignes de bâtiments, donc ce qui va effectivement donner encore une autre présence encore plus affirmée à ce paysage. On voit bien que finalement au fond, l'envie là c'était plutôt de l'imprégner, c'est-à-dire que les coteaux maintenant finalement au fond peuvent se prolonger dans les façades. Le travail qui a été fait sur les plans verriers des façades est là pour ça. Il est fait quelque part pour sublimer le paysage. Et puis aussi par endroits, on a ces captures à la fois du coteau, on a aussi ces captures du ciel. Et
tout ça nous semble important aussi, parfois, dans l'approche qu'on peut avoir du plein par rapport au vide, de ces multitudes de pleins qui viennent comme ça, quelque part phagocyter quelquefois la beauté d'un espace vide comme celui-ci. Donc bien sûr, ça se traduit aussi sur des espaces privés, les terrasses suspendues, et puis également aussi la spécificité en fait de ces logements, c'est celle d'avoir proposé entre les doubles pots, enfin des doubles pots, et des doubles pots qui se dilatent plus ou moins. Et dans cet espace, au fond, eh bien, c'est la vie qui s'installe, ce sont les logements qui se prolongent, et au fond, c'est cet espace en plus, derrière les ventelles qui s'ouvrent, qui bougent, eh bien, c'est un vrai espace de liberté. Et ça, c'est aussi important de le maintenir. Et puis j'en viens à Bègle. Donc sur Bègle, finalement, au fond, peut-être que l'ensemble de ces attitudes se retrouvent et que c'est pas pour rien. C'est que finalement, Bègle est un territoire extrêmement complexe, finalement, de par sa situation, de par le fait qu'il soit coupé en deux par ses faisceaux, et au fond, il est aussi, lui aussi, en lisière comme ça de ces, de territoires de flux, puisqu'il longe, il est accroché au boulevard Jean-Jacques Bosque. Le boulevard Jean-Jacques Bosque va bientôt être prolongé par le pont Jean-Jacques Bosque, et en même temps, c'est sa grande chance, puisque bien sûr, cela en fait une nouvelle, je dirais presque une nouvelle centralité dans l'agglomération et dans la métropole. Mais avant tout, quand on a commencé à travailler sur ce lieu, eh bien, on était loin de la nouvelle centralité métropolitaine, ou l'une des nouvelles centralités métropolitaines, puisque ce lieu était avant tout un grand vide de délaissé, et que à cet endroit, finalement, au fond, eh bien, peut-être que de proposer un aménagement, c'est avant tout de réfléchir à ce qui va pouvoir faire du sens avec le vide, du sens avec effectivement les programmes, les espaces bâtis qu'on va pouvoir proposer. Même si, par ailleurs, effectivement, je l'ai dit, on est accroché quand même sur le boulevard Jean-Jacques Bosque, mais qui, à cet endroit, il faut bien le dire, n'est pas extrêmement tenu et constitué. Il ne fabrique pas forcément de l'urbanité. Donc, à cet endroit, oui, je l'ai dit, je crois que le plus important, c'était aussi, au fond, d'essayer de faire avec ce qui existe, ou en tout cas ce qu'il en restait, puisque une partie de ces bars était déjà démolie, que les tours étaient vouées à démolition, puisque le tramway arrivait, et que c'était aussi nécessaire, plus que nécessaire, c'est ce qui a fait qu'effectivement ce lieu-là a pu effectivement, ou peut maintenant se développer de la façon dont il le sera et dont il l'est, presque, c'est-à-dire un véritable lieu urbain, un vrai centre urbain. Donc, la première chose qu'on a proposé au fond, c'est bien peut-être de regarder les espaces publics un peu différemment. Ici, les espaces publics ne sont plus centrés. On est plutôt sur une décomposition de projets en fragments, en séquences. Et puis, quand je parlais de faire du sens, eh bien, effectivement, c'est aussi, à un moment donné, ne plus avoir des espaces vides, mais de vrais espaces publics. Des lieux publics qui ne sont d'ailleurs pas forcément des rues, qui sont là, au contraire, plutôt des lieux, des séquences, qui sont des successions un petit peu, finalement, que l'on découvre au fil finalement de la promenade. Tout ne se donne pas à voir, les perspectives sont plus tangentielles, je dirais, que classiques. Et puis bien sûr, tout ceci ne peut marcher qu'avec effectivement une programmation extrêmement importante et attentive des rez-de-chaussée. Donc là, on est effectivement dans un concept qui est né complètement de la situation du lieu, de cette situation malgré tout, c'est mini territoire de flux, mais tout de même du passage du tram, de ces mouvements. Donc c'est le mouvement qui finalement
a opéré sur finalement cet espace vide, cet espace délaissé, pour façonner le vide et finir au fond, en façonnant le vide, par façonner le plein. C'est-à-dire que le plein ne vient pas tout le temps avant le vide. On ne dessine pas forcément d'abord les logements ou les blocs d'habitation, et ensuite le résultat c'est la rue, c'est la place. L'espace peut-être être pensé autrement que ceci. Donc effectivement, là, l'espace public est extrêmement fluide, se glisse sous les bâtiments, s'ouvre, les perspectives, les renvois en fait d'un bâtiment à l'autre ont été extrêmement étudiés. Pourquoi ? Parce que au fond, finalement, je crois que la ville, c'est aussi le lieu de l'émotion. Et on a trop tendance à l'oublier. C'est aussi le lieu où eh bien, on a envie d'être surpris, on a envie d'être dans un espace et tout à coup d'en découvrir un autre pour finalement revenir sur celui qu'on a laissé derrière soi. Donc, je le disais, c'est vrai que ces rez-de-chaussée, la programmation des rez-de-chaussée est évidemment déterminante de ces lieux, parce que c'est elle qui va finalement permettre que sur ces lieux, il y ait des intensités différentes qui se passent, qu'il y ait effectivement des activités qui prennent place, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait effectivement une vie qui s'installe à différents moments de la journée. Donc, les architectes ont bien sûr déjà travaillé, puisque nous sommes maintenant en train de construire cette opération. Et là, donc, c'est Bruxelles-Ajus-Peuillot qui ont travaillé sur trois blocs d'ailleurs, il en manque un, en continuité, qui vient compléter un bâtiment existant, qui est conservé, réhabilité, et qui, au fond, forme comme ça le fond de la place. Donc là, on voit bien comment la forme du bâti, qui est effectivement, au départ, l'emprise du bâti qui est figée, donne lieu au-dessus, finalement, extrêmement beaucoup de liberté pour les architectes. Et surtout, ce qui nous semblait intéressant, c'était de donner une grande liberté aux architectes sur leur bâtiment, mais de ne donner qu'au fond cette sensibilité de typologie, de dire qu'au fond, sur ces quartiers, sur ces plaques urbaines en relation avec les quartiers existants, eh bien, c'était intéressant au fond de s'y référer en donnant véritablement des vraies volumétries, en donnant des jardins suspendus, en donnant des lieux à vivre, en donnant finalement une imbrication des deux tissus. Et là encore, ça traite de la compacité en lieu de densité. Donc là, c'est le bâtiment donc, de l'Anne, architecture, qui lui a travaillé les vides en traversant. Donc ces logements sont particuliers, ils sont tout en longueur, sur des épaisseurs extrêmement fines, et puis ils sont traversés, les grosses boîtes que vous voyez sont vraiment des grandes pièces à vivre extérieures traversant. Donc là aussi, la relation, la fluidité entre les pleins, les pleins extérieurs et les vides extérieurs, et les vides intérieurs et les pleins intérieurs. Je vais y arriver. Et puis la place, elle est un petit peu particulière dans la conception de ces bâtiments, puisque l'idée c'était que par rapport à cette influence sur les mouvements, des mouvements sur l'espace public, eh bien au fond, à un moment donné, on ne sache plus très bien où étaient les bâtiments, où commençaient les espaces publics et où s'arrêtait finalement au fond l'espace construit. C'est cette fusion en un lieu qui nous semblait intéressante et qui nous permettait finalement au fond de proposer une autre forme de place, c'est-à-dire que la place n'est plus uniquement l'espace public. C'est aussi ce qui se donne à voir sur les différents intérieurs, par exemple, des blocs. Donc là, c'est un très beau projet, enfin un projet que j'aime beaucoup, donc de King Kong, et qui a travaillé, c'était effectivement pas simple comme toujours quand on travaille sur des réhabilitations. Donc là, c'est la réhabilitation de la barre que vous avez vue tout à l'heure, la barre, c'est une forme de barre en nu,
Et en fait, le travail qui a été fait est un travail extrêmement fin, extrêmement tenu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, lorsque l'on intervient sur des quartiers qui sont comme ça plus imbriqués, où au fond on se dit que eh bien on n'a pas d'un côté le nouveau quartier et puis aux alentours les quartiers existants, tout ça est beaucoup plus imbriqué. Eh bien ça permet aussi au fond de valoriser aussi ce qui existe, ce qui est là, et à un moment donné, on ne sait plus, on ne voit plus, et c'est ça aussi la mixité, ne plus faire la différence entre ce qui est ancien et a été réhabilité et ce qui est neuf. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, et au fond, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est une mixité par la morphologie des bâtiments, voilà, ce sont des choses qu'on aime explorer. Donc voilà, c'est aussi le bâtiment un peu emblématique parce que c'est le premier qui est tout juste construit, donc qui est là, qui existe et qui engage maintenant véritablement le quartier dans sa réalisation. Et l'une des futures places, bien sûr, l'espace public qui n'est pas encore là, n'est pas encore fait, mais déjà il est occupé, il est utilisé et apprécié. Donc, les bâtiments sur lesquels nous avons travaillé, on a essayé aussi tout à l'heure, Nicolas parlait justement de cette mixité un peu difficile à avoir au sein des bâtiments, où effectivement on a du mal à avoir des bureaux, du logement. Ici, c'est quand même un petit peu sur ce bâtiment ce que l'on essaie, puisqu'on a des commerces, on a du parking au premier niveau. Pourquoi? Parce que parking enterré coûte cher à cet endroit-là, qu'on ne sait pas le faire, et que la première solution qui a été proposée, qui était de garder le parking au rez-de-chaussée, me semble être une solution à éviter absolument dès qu'on le peut. Pourquoi? Parce que le rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée qui n'est pas programmé, n'aura jamais une action sur l'espace public, n'aura jamais une interaction sur cet espace public. Donc les voitures au premier, et puis au-dessus du logement. Et dernièrement, on a appris que peut-être que finalement, on allait avoir 2 niveaux de logement au-dessus, et puis 2 niveaux de bureaux au-dessous. Donc ça irait tout à fait dans la direction de ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de bouger dans les têtes des maîtres d'ouvrage, et c'est tant mieux. Et puis là, donc effectivement, le deuxième de ces bâtiments qui intègre complètement toute la minéralité de la place. Donc le tramway arrive. On sent comment, au fond, ces espaces ne sont pas fermés. On aura très certainement, au-delà de l'emmarchement, mais c'est l'emmarchement du bâtiment, mais c'est aussi un emmarchement qui va participer de l'espace public. Donc encore cette interaction visuelle ou même spatiale, architecturale, imbrication de l'espace public et de l'espace construit. Et puis, juste pour terminer, en guise de conclusion, 2-3 mots sur des études exploratoires qu'on mène, en tout cas qu'on est en train de mener à Bègles, et où effectivement on se rend compte que, eh bien, à la lueur des grands projets qui sont engagés sur la métropole, sur l'agglomération, eh bien Bègles a une situation extrêmement importante, extrêmement de par ses situations géographiques, et puis également de par le fait que effectivement ces nouveaux grands projets, le projet d'Euratlantique finalement comporte quand même 2/3 de son site, de son territoire, sur le territoire de Bègles. Donc finalement, aujourd'hui c'est cela, la situation de Bègles. Demain, eh bien, il faudra s'interroger sur ces nouveaux, enfin en tout cas ces nouveaux, mais ces nouvelles questions sur ces grands espaces qui vont être aménagés, l'espace fluvial, ces grands flux paysagers qui traversent comme ça, qui traversent même la Garonne, l'espace ferroviaire avec son faisceau qui coupe la ville, et puis voilà, on sent bien qu'au fond, il y a les grands axes bien sûr, et puis on sent bien que tout ça constitue toute une somme de
complexité de croisement de forces, d'enjeux, de lieux. C'est aussi cette complexité-là qui pourra faire l'extrême qualité de l'évolution de Bègle. Et c'est aussi effectivement sur ces lieux que le vide est vraiment le lieu de tous les possibles. Je vous remercie.